Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on attaque le chapitre 2.1 du cours Teachable. Qu'est-ce que c'est Bitcoin d'un point de vue technique, facile pour les débutants? J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrier Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Blockchain, timestamp, smart contract, wallet, portefeuille, adresse, c'est compliqué, on s'y retrouve jamais. On va essayer de le décortiquer pour que ça soit plus facile pour vous. Vous comprenez bien que Bitcoin est donc un protocole informatique et aussi une monnaie. Mais on va surtout s'attaquer au protocole pour cette vidéo. Ça paraît compliqué au premier abord, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Parce que on comprend pas très bien, c'est une nouvelle technologie. On va vous dire que la blockchain c'est révolutionnaire, mais que Bitcoin finalement c'est que la première utilisation. Moi je vais vous dire l'inverse, je vais vous dire que finalement la blockchain ça sert à rien et c'est Bitcoin l'innovation. On va regarder un petit peu tout ça. Je pense que pour comprendre comment marche Bitcoin d'un point de vue technique, il faut vraiment le penser comme un livre ouvert, un registre, parce que finalement c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, dans notre système, le registre est détenu par une banque centrale. C'est eux qui vont écrire toutes les entrées et les sorties de toutes les transactions. Dans Bitcoin, ce registre, ce grand livre en fait, est détenu par tous les individus en même temps. Donc vous avez tous devant vous en fait un livre. Et dans ce livre, vous avez les anciennes transactions, les anciennes pages. Et chaque page en fait est représentée par un bloc de notre fameuse blockchain. On va essayer de garder cette image en tête pendant tout le cheminement de cette vidéo. On va commencer du coup de l'utilisateur lambda, vous et moi. On utilise tous Bitcoin grâce à des portefeuilles. Un portefeuille, on va le voir dans le chapitre 3, c'est simplement en fait un software, un logiciel qu'on fait tourner et qui nous permet de recevoir et envoyer des Bitcoins. Donc, une fois qu'on a ce portefeuille avec des Bitcoins dessus, on décide de l'envoyer. C'est le début en fait de notre transaction. Le portefeuille va prendre nos Bitcoins, donc vérifier qu'on en a, créer une transaction avec un certain nombre de caractéristiques et l'envoyer au réseau. À partir du moment où on crée une transaction, c'est comme si on se mettait à l'écrire dans le livre. On l'écrit donc dans notre livre et puis on l'envoie au réseau. Ça veut dire qu'on va communiquer à l'ensemble des utilisateurs en disant « Hey, salut tout le monde, regardez, j'ai fait une nouvelle transaction, je l'ai inscrit dans le livre, inscrivez-le également ». Et cette propagation en fait de l'information va être faite à travers des nœuds. Un nœud, c'est un logiciel qui fait tourner Bitcoin et ça permet trois choses. Ça va permettre d'avoir l'intégralité de l'historique, donc l'intégralité du livre, à savoir toutes les pages qui étaient là avant. Ça permet de communiquer avec le réseau et donc recevoir et envoyer les nouvelles transactions, à savoir du coup écrire dans le livre du registre. Donc moi, Roxy, je décide d'envoyer une transaction à quelqu'un, ou alors quelqu'un décide de m'envoyer une transaction, ça va être écrit sur ce livre. Et la troisième chose, c'est de vérifier que les règles n'ont pas changé et qu'on est tous d'accord sur les mêmes règles. Il faut penser que dans votre grand livre de registre, la toute première page, c'est le consensus Bitcoin. C'est les règles, c'est ce qu'on est tous d'accord pour dire, ça c'est la vérité, c'est comme ça que ça va s'opérer. Nos règles, elles sont très simples. Tout le monde a le droit d'écrire. Si vous trichez, vous êtes éjecté du livre et une nouvelle page est écrite toutes les 10 minutes, à savoir un bloc. Comment est-ce qu'on vérifie qu'à chaque fois qu'on tourne la page, les informations sont valides? C'est grâce aux mineurs et du coup à la preuve de travail. Du coup, pour en revenir à nous, on est avec notre portefeuille, on crée une transaction, on signe la transaction avec la clé privée, elle est envoyée. Elle est propagée dans le réseau grâce aux nodes. Tout le monde a des nodes, les marchands ont des nodes, j'ai une node, vous pouvez avoir une node, c'est assez facile. Les échanges ont des nodes, les développeurs ont des nodes. Les nodes, c'est ce qui représente le réseau et ce qui permet que ça soit décentralisé. Du coup, ces nodes prennent les informations et les retransmettent. Donc tout le monde a maintenant cette nouvelle transaction qu'on a écrite sur le registre. Elle est là, elle est inscrite, tout le monde la voit. Comment est-ce qu'on peut s'assurer maintenant qu'elle est valide? C'est là où les mineurs rentrent en jeu. Donc vous avez souvent entendu parler de mineurs. Qu'est-ce que c'est concrètement un mineur? Un mineur, c'est une entité du coup qui va utiliser des ordinateurs et donc des machines spécifiques qu'on appelle ASICs pour valider les transactions, les mettre dans un bloc de notre fameuse blockchain Bitcoin et les valider. Ils vont être récompensés avec donc des nouveaux Bitcoins et des frais. Concrètement, comment ça se passe? Un mineur, c'est quelqu'un comme vous et moi. Il fait tourner sa nœud, il reçoit toutes les transactions entrantes, donc les transactions non confirmées, à savoir ce que tout le monde a écrit dans le livre, mais on n'a pas encore tourné la page, donc ils ne sont pas encore validés. Le mineur va les prendre, les regarder et regarder si elles sont vraies. Ça veut dire que si jamais Alice a dit « je vais envoyer 2 bitcoins à Bob », très bien, est-ce qu'on a une garantie que c'est vrai? Non, pas vraiment. Du coup, ce que le fait le mineur, c'est qu'il va prendre cette transaction, il va vérifier qu'elle est valide,
il va vérifier que Alice a bien en effet 2 bitcoins et qu'elle a le droit de les envoyer. Comment est-ce que le mineur vérifie qu'Alice a 2 bitcoins? Eh bien simplement en regardant les pages du registre, à savoir la blockchain. Il va regarder toutes les transactions qu'il y a eu dans le passé, donc tous les blocs, ou alors pour notre livre, toutes les pages d'avant, et à un moment, il va bien voir qu'en effet, Alice avait obtenu 2 bitcoins d'une façon ou d'une autre. Du coup, il a une garantie qu'Alice a en effet les 2 bitcoins et donc elle a le droit de les envoyer. Du coup, il y a des dizaines de milliers, des millions de mineurs un petit peu partout dans le monde qui ont seulement un seul objectif. Ils vont créer des candidats blocs, donc des blocs vides. Ils vont se mettre à les remplir de transactions qu'ils auront validées et ils sont en même temps en train d'essayer de faire la preuve de travail, ce qu'on appelle le proof of work. Qu'est-ce que c'est le proof of work? Le proof of work, ça consiste en fait à essayer de résoudre un problème mathématique extrêmement facile, mais très difficile à deviner. On appelle ça des hash fonctions. Pour tout ce qui est les détails un peu plus techniques, je vous invite à regarder le PDF qui est dans la description ou un petit peu plus bas dans le cours Teachable. Donc ces mineurs vont en fait essayer de résoudre un problème mathématique extrêmement facile, mais très chiant à faire, très long et qui est finalement introuvable après. Donc on appelle ça une hash fonction. Et ils vont se mettre à faire des essais. Ils vont essayer de faire 1, 2, 3 essais, 10 000 essais, 1 milliard d'essais, 10 milliards d'essais, 100 milliards d'essais, 100 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'essais. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule bonne solution. Et le premier mineur qui trouve cette solution gagne le droit donc, de signer ce bloc, l'envoyer au réseau, tourner la page de notre livre et gagner sa récompense. Du coup, c'est des milliers de mineurs qui se battent bêtement à faire tourner des machines qui vont faire des millions et des milliards d'essais pour essayer de trouver la bonne réponse à notre problème mathématique. Pour faire ça, ils utilisent donc de l'énergie. Et c'est pour ça que souvent, on va vous dire que Bitcoin gaspille de l'énergie. Alors le sujet de l'écologie, on va le traiter dans une autre vidéo parce que c'est un sujet en lui-même très compliqué et pas forcément évident au premier abord. Les misconceptions de l'industrie en disant que Bitcoin va faire bouillir l'océan ou détruire l'écologie sont à mes yeux complètement fausses et facilement débancables. Mais c'est trop long si jamais je vous le dis ici maintenant. Donc continuez le cours et à la fin, on en discutera. Du coup, nos mineurs sont bêtement en train de faire un calcul mathématique et à un moment ou un autre, environ toutes les 10 minutes, un mineur va trouver le bon résultat. Il va trouver le bon hash qui commence avec le bon nombre de zéros au début qui permet donc en fait d'avoir l'ajustement de la difficulté logique. Bon, tout ça, ce sera vu plus tard dans les détails. Et une fois qu'il a réussi à avoir donc ce bon hash et de valider le bloc, il peut le transmettre au réseau. Donc en utilisant son nœud, il va communiquer à l'ensemble des utilisateurs et leur dire « Hey, salut les gars, bon bah c'est bon, j'ai validé que toutes les transactions de cette page et de ce bloc sont valides. Voici les résultats. J'aimerais bien être payé et on passe au bloc suivant. » Tous les utilisateurs, donc vous, moi, toi, un marchand, on va prendre notre nœud et on va regarder du coup le nouveau bloc que ce mineur essaie de nous vendre. Si le bloc est valide, on le valide, on est d'accord, on tourne la page et on part sur un nouveau bloc, une nouvelle page vierge dans notre registre général. Si jamais le bloc n'est pas valide, on le rejette, on dit non, tu t'es planté, tu as fait des erreurs et on continue du coup à faire notre recherche du coup du bloc valide et donc tous les autres mineurs, les milliers d'autres mineurs continuent à essayer de trouver le résultat mathématique. Une fois que c'est passé, l'opération recommence et ça recommence dans 10 minutes et ça recommence dans 10 minutes et ça recommencera dans 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, en fait, on tourne la page de notre registre général qui est donc un livre. Toutes les 10 minutes, un bloc est créé par des mineurs. Ce bloc représente du coup toutes les transactions qui viennent d'être faites et il s'inscrit du coup au blockchain, devenant en fait partie de l'historique Bitcoin. Je vous retrouve en off caméra pour vous montrer un visuel de cette blockchain que je viens de vous parler. Du coup, ce que vous pouvez voir en haut, c'est littéralement notre blockchain avec les anciens blocs que vous voyez ici. Donc aujourd'hui, on est au bloc 674 752 qui est apparu il y a à peu près 1 minute. Le bloc juste avant, c'était 8 minutes, etc. Vous avez l'historique et on a les prochains blocs. Donc comme je vous l'ai dit, chaque bloc est transparent, donc tout le monde a accès à toutes les informations. Donc dans ce bloc qui est apparu littéralement il y a 1 minute, donc le 21, donc 2021, 03 mars, donc 15 à 15h32, donc exactement quand je suis en train de faire ça, le mineur a récupéré 0,63 bitcoin de frais, plus du coup les 6,25 bitcoins. Il y a eu 2113 transactions. Nous pouvons voir exactement chaque transaction et donc analyser d'où vient l'argent et où est-ce qu'elle est allée.
Chaque transaction est donc pseudo-anonyme. Nous n'avons pas accès à exactement le nom, le prénom, le nom de famille, l'adresse de la personne, hein, mais nous avons accès à son pseudo. Donc on peut très bien analyser cette transaction et donc voir exactement quel montant a été envoyé, pourquoi. Donc là, dans cette transaction, par exemple, nous pouvons voir que 9,57 bitcoins ont été dans cette adresse, et donc ils ont été divisés en 2 outputs. Pour tout ce qui est les détails un peu plus techniques, ce sera fait dans une autre vidéo, hein. Donc une personne a récupéré 0,0029 bitcoin et une autre personne a récupéré 9,57 bitcoin. Voilà, donc ça grosso modo c'est notre mempool, hein, et donc si on va ici, ça c'est littéralement la mempool, donc avec les frais que je vous parlais, et donc ça c'est le prochain bloc. Donc on peut voir un petit peu les frais de transaction, etc. Donc pour en revenir sur notre dashboard, nous avons l'ajustement de la difficulté que je vais vous parler juste après, qui est en fait pour justifier ce créneau de 10 minutes environ pour chaque bloc, et donc valider notre impression monétaire de Bitcoin, c'est grâce à l'ajustement de la difficulté toutes les 2 semaines. Et donc là on peut voir par exemple les frais qu'on va devoir payer. Je vais vous parler juste après des frais. Vous pourrez donc voir en fait que pour un frais pas très cher, on va dire que c'est 15 satoshi par byte. La moyenne en ce moment c'est 24, et pour être prioritaire, pour payer plus cher, on va payer jusqu'à 40, 50 ou plus. En ce moment, vous pouvez remarquer que donc il y a beaucoup de personnes qui envoient des transactions. En règle générale, on peut très bien faire passer des transactions à 1, 2, 3 satoshi par byte. Les dernières transactions sont ici, donc on voit les valeurs en USD, hein, 100 000 $, 12 $, 250 $, 31 $, 730 $, peu importe, ça arrive très régulièrement. Et donc nous avons les derniers blocs avec leurs transactions. On pourrait très bien les descendre jusqu'à l'infini, hein, et donc aller chercher le premier bloc. Pourquoi est-ce que les mineurs feraient ça? Les mineurs font ça parce qu'ils sont récompensés avec des nouveaux bitcoins. Et après, ils doivent les vendre en dollars, en euros s'ils veulent récupérer des euros. Mais généralement, ils sont contents en bitcoin. Du coup, ils récupèrent un certain nombre de bitcoins pour avoir créé le bloc valide, à savoir aujourd'hui 6.25. Et ce chiffre va être divisé par 4 à peu près tous les 4 ans. Ça s'appelle le halving. En plus du frais donc, arbitraire de bitcoin qu'on donne à la création de blocs, il y a également les frais de transaction. Quand vous faites une transaction, vous allez donc payer ces mineurs pour qu'ils acceptent votre transaction et qu'ils la mettent dans un bloc. Après tout, ils font un devoir, ils ont un boulot. Leur boulot consiste à vérifier que vous ne vous mentez pas, que votre voisin ne ment pas et que tout le monde est d'accord sur le consensus Bitcoin. Donc, ils sont récompensés grâce à des Bitcoins. Les frais sont arbitraires, c'est vous qui pouvez décider, hein, évidemment. Du coup, ça c'est leur business model. Réussir à utiliser de l'énergie et des machines dans des hangars pour résoudre un problème mathématique, inclure les transactions dans des nouveaux blocs et se faire récompenser s'ils y arrivent. Une fois que c'est fait, on rebalance l'information, le bloc est transmis par tout le monde, on tourne la page et on recommence. Ça fait à peu près 650 000 blocs que c'est comme ça, à savoir 12 ans. Et c'est très compliqué de l'arrêter parce que ce serait quasiment impossible, tu ne vas pas arrêter ça. Et c'est grosso modo comment marche Bitcoin. Ça paraît encore extrêmement compliqué, mais de plus on vous le répète, de plus vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est vraiment trop con. C'est littéralement un registre où toutes les 10 minutes on tourne la page, et pour garantir que quand on tourne la page, il n'y a pas eu de triche dans le passé, on utilise le système du Proof of Work qui peut garantir ça. Est-ce que vous pouvez devenir un mineur? Absolument, tout le monde peut devenir un mineur, tout le monde peut faire tourner un nœud et tout le monde peut tout vérifier simplement parce que Bitcoin est open source. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il est décentralisé. Le fait que Bitcoin ait survécu autant de temps, le fait que Bitcoin soit aussi gros, que le prix monte et que tout le monde s'y intéresse, c'est parce que Bitcoin est décentralisé. Ça veut dire que personne ne peut corrompre ce registre. Le livre que vous avez devant vous, tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut le regarder, tout le monde peut l'analyser et tout le monde peut garantir que ce qu'il y avait dans le passé ne peut plus être modifié. Ce qui permet à Bitcoin un certain nombre de caractéristiques très attrayantes. En effet, du coup, son historique est immuable dans le temps. C'est impossible d'aller modifier une transaction qui a été validée dans un bloc. Parce que pour faire ça, vous devez demander littéralement à tous les utilisateurs qui ont tous ce même livre d'aller rayer quelque chose dans une page. Sauf qu'ils ne vont pas le faire, ils n'ont pas de temps à perdre et ils refusent. L'idée même de ce livre, c'est que l'information soit objectivement vraie pour tout le monde. Donc vous, si vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout complètement. C'est écrit dans le livre, c'est validé, personne ne peut le modifier, même un juge. Et c'est bien ça du coup la force de Bitcoin et c'est bien ça qui le rend si puissant. Cette décentralisation du fait que ce registre, donc littéralement ce livre ouvert qui est la blockchain, se trouve dans
énormément d'ordinateurs partout dans le monde en simultané est quelque chose d'incroyable. En fait, ce que Bitcoin a réussi à faire et ce que Satoshi Nakamoto a réussi à créer grâce à cette preuve de travail, c'est résoudre le problème des généraux byzantins. C'est un problème informatique très très vieux qui n'a jamais pu être résolu et c'est Bitcoin qui a réussi à le changer. Qu'est-ce que c'est le problème des généraux byzantins? C'est le problème de la synchronisation des données partout en même temps sans faire confiance à personne. Bitcoin, grâce au registre que je viens de décrire, grâce au système de la Proof of Work, la preuve de travail et donc sa blockchain, a réussi en fait à détruire l'utilité de la confiance en ligne. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à quelqu'un parce que vous pouvez faire confiance en fait au réseau en général. Le fait que toutes les informations soient inscrites prouve qu'on ne peut pas tricher et ça c'est très puissant. Le problème des généraux byzantins est le suivant. Vous avez une ville au milieu qui est cernée par 4 armées. Les 4 armées doivent attaquer en même temps la ville pour réussir à l'assiéger. Sauf que entre toutes ces personnes, il y a des menteurs, il y a des tricheurs. Comment est-ce que ces généraux peuvent réussir à se coordonner pour être sûrs que finalement l'information qu'ils ont pour l'heure de l'attaque est la bonne? C'était impossible avant et grâce au système de Bitcoin, ils peuvent. Parce que finalement, à partir du moment où tu passes la page suivante, à partir du moment où il y a un nouveau bloc, tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est la nouvelle vérité. Cette page qui vient de tourner est vraie pour tout le monde, acceptée par le réseau et donc on est tous en coordination pour se dire bon d'accord, ok, les transactions qui ont été mises dans ce bloc sont valides, maintenant on passe au suivant et on continue comme ça. Ce qui permet du coup de ne plus faire confiance, arrêter la triche possible, arrêter la manipulation et arrêter que des gens puissent changer les règles ou pas. Avec Bitcoin, c'est impartial parce que c'est open source et tout le monde peut toujours vérifier. Don't trust, verify, ne fais pas confiance, vérifier est l'un des dictats de Bitcoin. Et c'est exactement grâce à cette blockchain qu'on peut faire ça. Et ça, c'est grâce à des nœuds qui permettent du coup la décentralisation du réseau. Si jamais ça vous intéresse plus le sujet des nœuds, j'ai fait un Q&A dessus et il y a également le tutoriel de Embrel. Pour ce qui est des mineurs, je vous invite à regarder le PDF où je les explique plus en détail et je vais également couvrir sur une autre vidéo spécialisée sur les mineurs et plus la partie technique. Parce qu'en effet, les mineurs utilisent des choses bien spécifiques. Il y a un petit peu plus de complexité de ce que je viens de dire. J'ai vraiment juste survolé l'aspect technique. Si vous pensez avoir tout compris, il y a un petit quiz également dans la description que vous pouvez faire ou juste en dessous pour le cours Teachable. Et évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été assez clair. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans des Q&A. Je n'ai pas parlé de la difficulté adjustment, je n'ai pas parlé d'un certain nombre de critères un petit peu trop poussés pour beaucoup d'entre vous et c'est complètement normal. Nous n'avons pas tous besoin de savoir comment marche exactement la blockchain Bitcoin. Ce qui est important, c'est comprendre que ce registre qui est en fait l'historique des transactions Bitcoin est immuable, inchangeable, incorruptible, distribué partout dans le monde et accessible pour tous. Que vous soyez le président des États-Unis ou quelqu'un en Afrique, vous pouvez utiliser Bitcoin de la même façon parce qu'il n'y a pas de discrimination. Bitcoin, c'est simplement une ligne de code et ça, c'est plutôt puissant. Allez, chez Roxy, je vous vois pour la prochaine vidéo du cours où on va voir l'industrie de Bitcoin, qui sont tous les acteurs, comment ils interagissent entre eux et finalement où va cette industrie qui maintenant pèse des trilliards et des milliards et des milliards. Donc si ça vous intéresse, continuez le cours, j'espère qu'il vous plaît. Si vous êtes sur YouTube, merci de liker, vous abonner, mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que c'est grâce au pouce qu'on peut détruire l'algorithme YouTube. Je suis Roxy, merci à vous de continuer à me suivre. Si jamais vous voulez faire le cours Teachable, il est dans la description comme toujours. C'est un cours gratuit pour vous emmener vers la base de Bitcoin, comprendre comment ça marche, sécuriser vos Bitcoins et ne pas se faire arnaquer avec tout plein de shitcoins qui vous prônent une décentralisation non existante. Allez, je suis Roxy, à la semaine prochaine, salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?